Non, déjà, ça va. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième journée sur les monstres. Je vais laisser la parole tout de suite à Lorraine Tremrel, avant de la laisser ensuite à Anne-Elisabeth Alperne. Lorraine Tremrel est actuellement en thèse de doctorat, non pas sur la poésie fleuriste, mais sur les fictions horrifiques de 1968 à 2018. Elle y retrace l'évolution du gender féminin au cinéma, montrant comment ce dernier peut refléter l'état d'esprit de la société. Elle est aussi professeure de lettres et d'histoire en lycée. Je lui laisse tout de suite la parole pour une communication intitulée « De Freaks au Freak Show d'American Horror Story, les monstres sont parmi nous ». Merci Sébastien de m'avoir convié à ce colloque virtuel autour des monstres. Vous le savez, c'est un de mes sujets favoris. On en avait discuté virtuellement l'année dernière déjà avec Cloverfield. Et je ne peux m'empêcher tout d'abord d'avoir une pensée pour Victor Arthur, qui aurait voulu être là pour dialoguer à ce sujet, mais qui malheureusement ne nous fera pas part de sa venue. Donc, un petit clin d'œil à lui pour cela. Bref, le temps file, je n'aurai pas le temps de tout vous dire, alors je concentrerai mes propos sur la série American Horror Story. Et le reste, Freaks de Todd Browning et Elephant Man de David Lynch, seront pour l'article et ou la table ronde. Donc, je commence par... Alors, je vais partager mon écran, vous me dites si vous le voyez. C'est bon? Ok. Ça marche. Donc, Sébastien, tu l'as très bien fait hier, cette synthèse monstrueuse vis-à-vis de ce colloque. J'aimerais revenir simplement sur certains points. Donc, étymologiquement, le mot monstre vient du latin monstrare, qui signifie montrer ou encore signifier. Souvent associé au mal, il dispose de quelque chose de menaçant et de mauvais, comme l'explique John Landis dans son œuvre Créatures fantastiques et monstres au cinéma. Je cite, « Un monstre est physiquement et mentalement détestable ». Cette explication n'est autre que le fait qu'elle est ancrée dans notre civilisation depuis des millénaires, présente dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, dans tous les contes et légendes. Les monstres ont toujours été représentés comme des êtres repoussants et violents, à l'image du Minotaure, tu en parlais hier, Sébastien, ou encore de Cerbère, le chien à 3 têtes gardant la porte des enfers. Ils incarnent nos peurs les plus communes, nos blessures, nos douleurs et surtout la mort qui trahit la vie. Henri Michaud l'explique d'ailleurs très bien aussi dans son ouvrage, je cite, « Les monstres sortent des angoisses et des obsessions ». Vous pouvez retrouver cela dans Animaux fantastiques, œuvre complète, dans la collection La Pléiade. Le cinéma, pourtant, ne parvient pas à donner une réponse claire à ces questions philosophiques qui gravitent autour de la notion de monstre. Il existe différentes représentations et les réalisateurs savent s'en amuser. Il y a des moyens de présenter ou de présentifier un monstre qui poussent la représentation jusqu'à sa limite, voire l'excédent. Et pourtant, la particularité du genre du film d'horreur fait que bien souvent, les réalisateurs ne font simplement que suggérer le monstre et ne le montrent pas forcément aux yeux du spectateur. On en revient à ce débat autour du Slenderman finalement. La suggestion permet à la fois la stimulation de la peur, mais entretient aussi l'imagination. Comme Éric Dufour le raconte, c'est sur ce qu'on soustrait à la vue au moment même où l'on montre quelque chose que repose l'horreur. Mais ici, il ne s'agira pas de parler de suggestion par le biais du cachet-montré, mais bel et bien de représentation réelle ou tout du moins filmée d'êtres humainement visibles. Au sens littéral, les monstres sont essentiellement physiques, mais souvent leur laideur morale et leur inhumanité peuvent prendre le dessus. Même si le monstre désigne des êtres d'abord mythologiques de légende, selon le dictionnaire historique de la langue française, dès le XIIe siècle, il tend peu à peu, notamment avec la peur du diable et de l'enfer, à s'appliquer à l'homme selon Alain Ray. En effet, les populations commencent à exhiber dans des spectacles de monstres, les fameux freak shows aux États-Unis, ces personnes qui ne correspondraient pas à la règle, règle au sens strict du terme en tant que catégorie sociale et normative. Pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler que les freak shows, spectacles de monstres ou spectacles de peur, sont des représentations d'êtres humains, je vous ai mis des affiches qui représentent cela, possédant des caractéristiques extraordinaires et peu banales qui provoquaient dégoût, moquerie et choc chez les spectateurs.
Apparaissant dans les années 1850, il fera l'objet de nombreux divertissements avant de s'effondrer vers le milieu du XXe siècle par le biais des avancées scientifiques apportant une explication rationnelle quant à leurs conditions. Dès lors, les populations éprouveront davantage de compassion envers ces êtres humains plutôt que du mépris ou de la crainte. N'oublions pas également que suite à la Première Guerre mondiale et aux fameuses gueules cassées, mais aussi la difformité physique venue avec la Seconde Guerre mondiale et cette nouvelle vision de l'être humain qui voit son patrimoine génétiquement modifié à cause des essais nucléaires ou encore de la radioactivité, je pense notamment à La colline à des yeux, qui montre les dégâts causés par les essais chimiques ou nucléaires sur l'être humain. Le monstre en tant que genre humain n'est autre que l'altérité, ce qui effraie du fait de sa singularité et ce qui transgresse les catégories sociales et morales. Dans son ouvrage Les monstres au cinéma, Éric Dufour, toujours lui, emploie le terme de film de monstre, qui est alors perçu négativement par le public, reflétant bel et bien une image, un concept figé dans les esprits et les mœurs de l'époque. Dès lors, les réalisations cinématographiques, à l'instar de Todd Browning et son célèbre Freaks ou La monstrueuse parade, datant de 1932, tentent à montrer le rejet de ces personnes en dehors de la société qui ne correspondent pas au canon et goût de l'époque. Il faudra souligner également que ce film a été interdit à la projection durant presque 30 ans à cause du sujet et aussi des acteurs qui étaient de vrais humains avec des malformations. Qui plus est, la monstration de ces monstres exprime toute une phobie aussi à l'égard du différent, de l'autre. Mis dans un cirque, les personnages sont instrumentalisés, déshumanisés, réduits à des objets de curiosité que l'on venait non pas admirer, quoique certains avaient ce penchant-là, mais railler et origine, donc à partir des foires, bon nombre de films étaient projetés dans des foires avant de trouver leur place dans les cinémas spécialisés. La célèbre série American Horror Story, réalisée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, va reprendre le mythème des monstres de foire. Intelligemment pensé, le réalisateur, ou en tout cas les réalisateurs, ont poussé le casting à l'extrême. Cela fait d'ailleurs penser aux Freaks de Todd Browning en choisissant de mettre à l'écran des personnes ayant des malformations, notamment ici la plus petite femme au monde, Joy Tiki Sanj Amj, et pas que, bien sûr, afin de donner plus de crédibilité à l'image. Dans une interview donnée, suite à la sortie de la 4e saison, elle déclare en ces termes: "When people watch the people in this series, I want to say to the audience ways. Even though this show is meant to be scary, it's actually sort of funny. And I love that, you know, I just want to tell people not to be put off by the characters and not to be scared by them." Dès lors, on le comprend bien, cette saison repousse les limites en choisissant un thème trop souvent oublié dans le cinéma d'horreur. Ces monstres sont souvent, et je cite, les vestiges d'une humanité qui disparaît petit à petit. Et en cela, reprendre le sujet des freak shows a permis aux spectateurs de découvrir ou redécouvrir un univers mis aux oubliettes. Ryan Murphy et Brad Falchuk, je vous le disais tout à l'heure, se sont directement inspirés du Freaks de Todd Browning, aux gueules de monstres touchantes et saisissantes, mais aussi du célèbre Elephant Man de David Lynch. En passant par la femme la plus petite au monde, l'hermaphrodite constituait de 3 seins et non pas un pénis et un vagin, nous l'apprendrons plus tard, mais des lèvres anormalement larges et grandes, les siamoises, l'homme phoque, et excusez-moi, j'adore faire la traduction française pour l'homme phoque, je la trouve beaucoup plus pertinente, ou l'homme homard, ou bien encore la femme à barbe. Les réalisateurs n'ont épargné aucun visage relatif à ces bêtes de foire. En effet, le premier épisode intitulé Monsters Among Us banal, alors que le freak show d'Elsa Mars se révèle être une des dernières foires au phénomène tentant de rester populaire au moment même où la télévision commence à faire son apparition. La directrice de cet établissement monstrueuse découvre des sœurs siamoises et voit en elles les futurs prodiges de son spectacle. Deux visages, l'une dévergondée et ne pensant qu'au plaisir, l'autre pure, à l'esprit vif, vont devenir non seulement les vedettes de ce spectacle, mais aussi de véritables bêtes de foire. Pourtant, d'autres personnages méritent tout autant d'attention que cette femme à deux têtes. Au fur et à mesure de la série, les personnages sont présentés dans leur intégralité en apprenant aux spectateurs leur histoire tragique. Les réalisateurs ont donc cherché non pas à faire peur, mais à expliquer les raisons et le pourquoi de leurs différences.
Ainsi, nos monstres ne sont peut-être pas si monstrueux que ça, et peut-être même que la normalité renferme la plus terrible bestialité, mais que tous ensemble, ils forment une même et grande famille, soudée dans l'adversité contre une communauté. Dans le premier épisode, je reviens à cela, Elsa Mars donne une définition juste et cinglante de ce que sont ces personnes vivant au sein de son cabinet de curiosité. Je cite, « Je vais te dire qui sont ces monstres. Mes monstres, ceux que tu appelles dépravés, sont ces magnifiques héros qui offrent leur anormalité au monde. Ils donnent un rire frissonnant aux personnes en manque de spectacle. » Dès lors, le spectateur comprend l'intérêt de ces spectacles qui mettent en lumière des gens difformes, mais qui rassurent par le fait qu'ils sont déformés. Ce qui effraie les citoyens dits normaux, c'est le caractère essentiellement physique, retirant toute forme d'humanité à nos chers monstres et rappelant ô combien les normaux ont de la chance. Ils sont nombreux au sein de ce cirque, mais seuls certains se démarquent par le fait qu'ils sont hideux et pourtant humainement si purs. Les autres tentent à osciller entre laideur physique à la beauté morale, laideur physique à la laideur morale. Ceux qui sont épargnés de toute l'abjection humaine semblent être les plus physiquement fragiles. En effet, que ce soit nos deux microcéphales, Pepper et Salty, ou bien ma petite, celle que vous avez sur l'écran, ils sont tous les trois les personnages les plus attachants car ils ne seront à aucun moment salis par la monstruosité des gens qu'ils côtoient. Ils seront montrés comme des êtres naïfs tout au long de la série, fragiles et surtout heureux dans leur simplicité. Ils sont des monstres physiquement, mais sont les plus humains par le cœur. Comme l'exprime Elsa, ils n'ont jamais blessé une âme, jamais péché, ce sont des esprits purs. Je reviens sur ma petite. Comme son surnom l'indique, elle est la plus petite au monde. Elle est une curiosité physique pour les scientifiques et pour les citoyens. Toutefois, en entrant dans le cercle du cirque, qui est un milieu de débauche, d'alcool et de drogue, elle semble en être restée à l'écart et avoir gardé une forme de pureté. Elle fait confiance aux monstres qui l'entourent et même aux nouveaux arrivants, comme Maddie, incarnée par Emma Roberts, qui est une fausse diseuse de bonne aventure, et qui veut la tuer pour la revendre à un musée de monstres pour se faire de l'argent. Alors qu'Emma Roberts met Joy T. Hamsh dans un bocal, notre naine pense jouer à un jeu et être, je cite, « like a butterfly ». Ce parallèle montre toute l'innocence dont elle fait preuve, mais aussi le fait qu'elle n'a pas une once de méchanceté en elle, ce qui découragera bien évidemment Maddie de la tuer. De plus, la directrice du cirque possède un profond attachement pour elle, qu'elle considère comme une figure angélique, incapable de faire du mal et surtout fragile. Je cite, « Elle était trop bien pour cet endroit, Dieu a mis sa propre lumière dans ce petit ange, elle était la plus précieuse. » Ce discours qu'elle tient à la mort de ma petite prouve indéfectiblement la beauté intérieure de certains monstres qui n'ont simplement pas eu de chance dans leur vie. Grâce à Elsa, notre naine qui au départ était considérée comme un animal de compagnie, souvenez-vous de cette scène si vous l'avez vue, elle échange ma petite contre une caisse de Dr Pepper, ce qui prouve que finalement elle a un prix, mais c'est un prix dérisoire. Donc notre naine va trouver une véritable famille avec des êtres capables d'aimer pour le fond et non pour la forme. Deuxièmement, et c'est peut-être mon personnage favori et le plus représentatif de cette hideuse beauté, c'est Pepper. Alors qu'Elsa Mars raconte à Désirée comment, donc Désirée c'est notre femme qui a 3 seins, notre hermaphrodite, comment elle est devenue la grande directrice du freak show, elle lui fait part de l'histoire somme toute attachante de la microcéphale. Maladie du neurodéveloppement, Pepper a donc une difformité au niveau de la boîte crânienne, engendrant des déformations faciales et provoquant une cessation des activités cérébrales, vouant la jeune femme à rester à jamais à l'âge d'enfant. Vous le voyez ici, tous les personnages sont inspirés de personnes réelles. Alors que son physique pourrait nous mettre mal à l'aise, son histoire tragique fait oublier au spectateur sa différence et crée même une forme de compassion et de peine envers ce personnage lors de l'épisode 10. Se trouvant dans un orphelinat, le lieu suprême finalement délaissé pour compte, Elsa Mars l'a recueilli. La directrice du freak show a commencé l'acquisition de ces monstres en allant les trouver dans ces lieux car ils recèlent de rejeter et elle voit en Pepper, comme en d'autres, je cite, la honte, le déchet humain. Même si en possédant donc cette jeune femme, elle décide d'ouvrir son spectacle de l'horreur, puisqu'elle la considère comme son premier monstre, elle voit en Pepper un être humain aux besoins naturels évidents et qui l'ont métamorphosé. Je cite, « Quand cette petite chose étrange m'a regardée, c'était la première fois que j'éprouvais un amour inconditionnel. »
De fait, son amour pour notre microcéphale lui procure l'envie de tout lui donner pour qu'elle se sente heureuse et en même temps, notre directrice montre une forme de mépris en la traitant de chose. Comme elle l'explique elle-même, Pepper ressent le besoin d'être mère, telle une femme normale. C'est alors qu'Elsa parvient à trouver donc ma petite et Pepper prend alors très à cœur le rôle de mère qui lui est attribué. De plus, son envie de trouver l'amour, et vous avez la belle représentation juste en dessous, et marque une nouvelle étape dans sa transition. Elle est le reflet de l'humanité qu'elle possède, et ça, Elsa Mars le ressent, et elle tente de tout faire pour retrouver un homme microcéphale pour convenir à sa protégée. Elle vit donc une histoire d'amour passionné, mais passionné vraiment d'un amour platonique dans leur bêtise et leur simplicité, une vraie love story. C'est pourquoi lorsque celui-ci meurt, le pauvre Salty, le spectateur est touché de voir notre microcéphale dévastée, même s'il rationalise celle-ci par les paroles de la directrice. Je cite, « La mort d'un monstre bien-aimé est toujours une peine, mais jamais une surprise. Si des organes bizarrement formés ou une anomalie physique quelconque ne les tuent pas, alors c'est la simple densité de leur brasier. La plupart des andouilles meurent avant 40 ans. » Ainsi, la voix off d'Elsa retentit et crée une forme de distance, rappelant qu'ils ne sont que des monstres et que la mort n'est rien dans ce milieu. De plus, si les spectateurs ont assidûment suivi les différentes saisons d'American Horror Story, ils comprennent dès lors le destin tragique qu'a subi Pepper, puisque dans la deuxième saison, Asylum, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Lorsqu'Elsa Mars décide alors de la remettre auprès de sa famille et que le spectateur assiste à la trahison ultime de sa propre sœur, qui va la livrer à cet hôpital en faisant croire que celle-ci tente de séduire son mari et s'occupe mal de son fils, on oublie en tant que spectateur la maladie de cette pauvre jeune femme et on prend pitié d'elle et cela laisse place également à la peur. Entre viols, oui, puisqu'il faut le dire, la sœur de Pepper constate que son mari est attiré par la microcéphale et qu'il cherche des moyens de se retrouver seul avec elle. Et maltraitance, l'horreur va au-delà du corps. Pepper est un esprit d'enfant, un cadeau, comme ne cesse de le répéter Mademoiselle Mars. Il est donc impensable pour elle de faire du mal, et pourtant elle est accusée par sa propre famille, après avoir été baby-sitter de son neveu, qui semblait lui aussi être difforme, et aussi la ménagère pour sa sœur et son époux, d'avoir tué Lucas, son neveu, alors que le coup était monté de toutes pièces par les parents pour qu'ils retrouvent leur vie d'avant. Le physique dérangeant du personnage est donc un motif de discorde et surtout un motif d'exclusion qui le condamne à une fin tragique. Puisque les monstres sont différents des humains, ils sont forcément coupables lorsque des atrocités sont commises, comme le mentionne d'ailleurs un des policiers. Je cite, « Ce sont des monstres, le jury n'aura aucun problème à remarquer ça. » Pepper est donc une femme extrêmement douce et maternelle, alors que sa sœur n'est autre qu'un véritable monstre, au physique tout à fait normal. Ainsi, les réalisateurs remettent en question la monstruosité. Est-ce véritablement le physique qui permet de discerner la méchanceté chez l'être humain, ou est-ce son comportement? Toute l'ambivalence est alors évoquée dans cet épisode. Et si le monstre n'était pas un corps? Parfois, le monstre, c'est peut-être, comme l'écrit Éric Dufour, ceux qui, sous leur apparence humaine, dissimulent leur monstruosité. Je continuerai sur les propos de Jimmy, l'homme homard. Tu ressembles peut-être à un homme de rêve dans un film, mais tu es le plus grand monstre de nous tous. Il dénonce la monstruosité d'Andy Mott, que nous verrons juste après. Finalement, ceux que nous devrions le plus craindre, ce sont bel et bien les gens au physique normal qui peuvent cacher le pire des monstres. Nombre de personnages de cette série font l'objet de cette analyse. J'aurai pas le temps de tous les faire, mais je vais me focaliser sur un. Dandy, l'homme issu de la consanguinité, il faudra le dire. Stanley et Maddie, les receleurs de monstres, la directrice du musée des monstres, les policiers et inspecteurs tous corrompus, Chester Crabb, acquéreur du freak show à la fin de la série et qui est schizophrène, la sœur de Pepper ou encore, finalement, tous les figurants représentant la population entière vivant autour du cirque. Dandy Mott, et j'en viens à lui tout de suite, c'est bon. Et j'en viens à lui tout de suite, c'est l'exemple le plus concret et détestable d'American Horror Story, saison 4. Il rêve de devenir comédien et veut rejoindre la troupe itinérante d'Elsa Mars pour réaliser son rêve. Seulement sa mère ne conçoit pas cette idée car cela serait vu d'un mauvais œil. Cette conception est par ailleurs, je trouve, assez hilarante quand on pense au fait qu'elle a conçu son fils avec son propre cousin. De plus, elle n'est pas la seule à refuser puisque Jimmy
qui est un monstre, ne veut pas d'un homme normal dans la troupe. Ce qui est alors aussi paradoxal, puisque les monstres souhaitent être perçus comme des êtres normaux, mais ils n'acceptent pas eux-mêmes la normalité au sein de leur microcosme. Il est donc rejeté par le milieu qui représente son désir et par son milieu familial qui ne l'a jamais considéré. En ce sens, ce double rejet va faire sortir toute l'abjection de ce personnage qui trouvera sa rédemption dans les meurtres. Pourtant, même si l'acteur tend à vouloir montrer qu'il n'y est pour rien quant à son état psychique, et je cite, Je suis le fruit d'un péché mortel. Il fait référence au caractère consanguin de sa conception. Le spectateur ne peut s'empêcher de le trouver détestable par son comportement et ses mimiques de garçon pourri gâté. Juliette nous en a un peu parlé hier. Il consacre également une grande importance à l'esthétique de son corps et se compare même à un dieu vivant. Je cite, I am a God who's chosen to walk among the men. Chose non pas étonnante, mais qui pourrait être interprétée de cette manière. Il se considère ainsi puisqu'il a le pouvoir à la fois sur la vie, mais aussi sur la mort. En effet, il offre l'opportunité à Regina, la fille de sa gouvernante, de survivre si elle part de chez lui, et en même temps, il la condamne quelque temps plus tard dans l'épisode en la faisant tuer par un des policiers qu'il soudoie grâce à une somme d'argent colossale. Dès lors, puisqu'il a le pouvoir de choisir qui vit et qui meurt, il devient en quelque sorte un dieu, mais qui se rapproche davantage du dieu des enfers. De fait, il devient un monstre diabolique au visage angélique. Cela montre bel et bien le lait du beau. Enfin, il réussit à acquérir le freak show d'Elsa Mars, ce qui le conduira à sa perte. Son rêve se réalise et il peut désormais se placer en tête d'affiche, mais ce règne n'est que de courte durée, puisque les monstres n'ont pas une once de respect pour cet homme, comme l'exprime Paul, l'homme phoque. Je cite, Vous ne serez jamais l'un des nôtres. Alors qu'il pensait enfin trouver sa voie, ce nouveau rejet le pousse à se venger et il devient le double d'Edward Modrake, que vous avez juste ici, qui est l'homme aux deux visages qui avait assassiné sa troupe de monstres à une soirée d'Halloween et qui revient tuer un monstre d'une troupe si ceux-ci osent se représenter lors d'un soir d'Halloween. Dandy pousse alors à son paroxysme sa folie et sa haine. Il décide de tuer tous les monstres du cirque, excepté les siamoises de qui il est amoureux, montrant à quel point il est instable et surtout machiavélique. Rattrapé par les survivants de ce massacre, qui sont désirés des siamoises Dot et Beth et Jimmy, il succombera à la noyade dans le célèbre tour de magie du grand prestidigitateur Houdini avec sa cuve, sous les yeux de nos trois monstres. Spectacle, il l'aura finalement donné, ce qui permet de soulever un point crucial. Nos monstres et ou ceux qui s'apparentent à une quelconque définition du monstre semblent réaliser leurs rêves au moment où ils côtoient la mort, et cette camarde semble être l'accomplissement suprême de leur vie. Pour preuve, Paul, l'homme phoque, meurt pendant le massacre de Dandy, mais son rêve venait tout juste d'être réalisé. Être aimé par une femme, Jenny, qu'il aimerait tel qu'il est. Dandy n'échappe pas à la règle. Il voulait être le centre de l'attention et en l'obtenant, il provoque sa perte. Elsa Mars, quant à elle, refuse de mourir tout au long de la série, usant et abusant de son pouvoir pour berner tout le monde. Mais alors qu'elle réalise son rêve de connaître les strass et les paillettes à Hollywood, la mort de ces monstres à elle la bouleverse et elle se rend compte que la seule chose qu'elle avait toujours voulu, c'était d'aimer et d'être aimée en retour, chose qu'elle avait déjà depuis bien longtemps. Elle rejoint donc ces monstres dans l'au-delà et meurt d'une crise cardiaque sur scène, mélangeant ainsi ses deux plus grandes aspirations, succès et amour. Cette mort, elle est symbolique. Elle a été trop aimée par son public et par ses monstres, et surtout, elle a finalement trop aimé. C'est pourquoi son cœur s'arrête. Elle montre la fin d'une ère, celle des freak shows, la fin d'une communauté au sein de la communauté. Je terminerai par un point, le fait que les monstres sont exclus et marginalisés continuellement par les citoyens. La population voit chez ces personnes des monstres car ils ne leur ressemblent pas. Ils sont virulents, moqueurs et surtout irrespectueux envers ces circassiens. En effet, de nombreuses scènes montrent que ces énergumènes provoquent à la fois révulsion et attirance. Tout d'abord, ils sont foncièrement exclus par leur physique qui crée le malaise et le dégoût chez les citoyens. La première scène de la série présente des sœurs siamoises que vous avez sur l'écran, qui arrivent à l'hôpital et provoquent la surprise et l'horreur des infirmières et des médecins. L'une d'entre elles ira jusqu'à vomir dans les poubelles à cause de la vision traumatisante et du constat établi par le médecin. Je cite, une vessie, 3 reins,
4 poumons, 2 cœurs. Cet examen du corps montre une jeune femme à 2 têtes, bête et dote, qui est monstrueusement difforme, comme l'exprime l'une des infirmières, qui se moque d'elle et qui comprend pourquoi elles étaient cachées par leur propre mère. Dès le début, ces êtres sont relégués à de simples objets dépourvus d'âme. Je cite, si j'accouche de quelque chose comme ça, j'irai le noyer dans ma baignoire, dit une infirmière. Elles ne sont donc pas considérées comme des êtres humains, mais comme d'infâmes créatures qui ne devraient pas être sur Terre. Dès lors, tous ces monstres n'ont pas leur place dans la société, comme le relate le propriétaire des lieux sur lequel ici, elle fait des cauchemars. Cette exclusion est alimentée et relayée à tout âge comme une sorte de tradition qui se perpétue d'enfants à vieillards, et ces monstres ne sont pas les bienvenus dans les lieux fréquentés par les gens normaux. Du cirque, la serveuse est mal à l'aise et les clients aussi. Un enfant se met à pleurer et tous leur jettent un regard de désapprobation et un des clients fuit de mécontentement le restaurant. Par cet acte, il symbolise le refus de la société de voir des personnes différentes avoir des activités communes. L'homme homard et ses amis sont sommés de partir, ce qui provoque un éclat de colère chez notre jeune garçon. Je cite, on ne dérange personne, on est des personnes. En ce sens, il revendique la normalité de ses comparses ainsi que la sienne et surtout sa volonté à être considéré comme tel. Ils sont repoussants et pourtant ils restent attirants. Malgré leur difformité, certains réussissent à obtenir les faveurs de personnes normales, comme Jimmy, l'homme homard, ici sur la représentation vidéo, qui satisfait les petites bourgeoises frustrées par le manque de relations avec leur mari en s'adonnant à de fructueuses relations sexuelles avec ses mains en forme de pince qui deviennent des sextoys vivants. Ou encore, je pense notamment à Jenny, la jeune fille à papa qui ne supporte plus sa vie aux côtés de son père et qui tombe amoureuse de Paul, l'homme phoque que vous avez ici représenté. En éprouvant ses sentiments, elle affirme que l'amour est plus fort que l'apparence physique. Et finalement, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Comme elle le fait savoir à son père, je cite, prépare-toi pour la honte de ta vie, car je suis amoureuse de Paul et je vais vivre avec lui et les siens. J'ai choisi de faire partie des marginaux, car tout est mieux que de vivre avec le diable. Cette revendication de la jeune femme, elle est symbolique, puisque d'une part, elle montre que les monstres restent des personnes comme tout le monde et qu'ils peuvent plaire à n'importe qui, et d'autre part que le pire des monstres, c'est une fois encore l'être humain, au physique normal, mais à la morale perverse et horrible. Pourtant, elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien et qu'elle va à l'encontre des codes de la société car on ne peut pas se mélanger avec des monstres. Cette décision provoquera d'ailleurs chez son père un excès de folie, faisant venir un tatoueur chez lui pour marquer à vie le visage de sa fille et la transformer en lézard, vous l'avez ici. Pour preuve, c'est bel et bien l'homme bien formé qui est le véritable monstre. De plus, même quand ils sont inclus dans la société, cela ne dure que très peu de temps et ils continuent de susciter questionnements et recherches. Ainsi, la seule manière d'obtenir une forme de reconnaissance, c'est d'appartenir à un groupe, une famille, celle du freak show. Je ne développerai pas ce point, je n'ai pas le temps. Il faut aussi que je laisse la parole à mes chers collègues. Je terminerai par dire qu'il résulte deux pôles monstrueux que l'on pourrait nommer ainsi, le beau du lait et le lait du beau, avec un extrême pour chaque, le lait du lait, je pense au clown tueur en série, et le beau du beau. Alors personnellement, je cherche encore, que ce soit dans la série ou les deux films mentionnés au tout début, qui est le beau du beau. Si vous avez une théorie ou même un exemple, je suis preneuse, je n'en ai pas trouvé. Bref, les monstres sont donc des êtres qui recherchent avant tout l'amour et la reconnaissance des citoyens. Paul, l'homme phoque, résume cette question de l'exclusion et de l'inclusion en racontant son histoire. Je cite, « Je suis né comme tous les hommes, seulement je n'étais pas comme tous les hommes. Le monde me détestait, mais pas plus que je me détestais moi-même. Si je ne pouvais me faire aimer du monde, peut-être pouvais-je effrayer le monde. » Finalement, le seul choix qui semble s'offrir à eux, c'est la marginalité, l'exclusion de la société qui ne veut pas d'eux et qui les utilise en guise de divertissement. Je conclurai définitivement, parce qu'il le faut à un moment donné, par les paroles d'Ethel, la femme à barbe, qui définit cette belle et grande famille de monstres, mais aussi finalement les citoyens.
Une pléthore de l'étrange, le bizarre, l'insolite, venant tout droit de jungles sauvages, de forêts hantées, du continent noir sur les terres d'épices chargées de l'Inde, des erreurs étonnantes de la nature sont réunies ici pour votre amusement et votre plaisir. Mais au milieu du terrifiant et du tragique, une voix, une beauté, fin de la citation, que je nomme l'humanité. Je vous remercie. Merci, chère Lorraine. Merci.